département des antiquités grecques du musée du Louvre, tout à fait en face de la Vénus de Milo, une statue colossale représentant Athéna marque par son regard et sa taille le visiteur. Surnommée Palace de Vélétrie, cette copie romaine d'un original grec est l'un des meilleurs exemples du génie d'un artiste, Chrysilas. Chrysilas est un artiste certainement moins connu que Phidias, que Polyclète, que Alcamène par exemple, parmi les artistes qui ont travaillé et vécu au 5e siècle avant Jésus-Christ. On situe la carrière de Chrysilas durant le dernier tiers du 5e siècle avant Jésus-Christ. On le connaît par quelques mentions dans nos sources antiques, bien sûr, notamment chez Pline l'Ancien, quelques descriptions chez Pausanias. On le connaît par des signatures, autrement dit des signatures sur des bases inscrites où les œuvres ne figurent plus. 3 inscriptions sur l'acropole d'Athènes, donc c'est un artiste qui, malgré son nom, Chrysilas de Kydonia, c'est en Crète, a été actif à Athènes même, puisque 3 bases signées de son nom ont été redécouvertes sur l'acropole d'Athènes. Un artiste qui a aussi un peu voyagé, notamment dans le Péloponnèse, puisqu'on a redécouvert l'une de ses signatures à Hermionée, à côté d'Argos, dans le Péloponnèse. Donc un artiste de la fin du 5e siècle avant Jésus-Christ, en tout cas du dernier tiers du 5e siècle avant Jésus-Christ, originaire de Crète, mais actif notamment à Athènes et secondairement dans le Péloponnèse et quelques autres régions du monde grec. Quelles sont ses œuvres les plus connues ? Alors, parmi ses œuvres les plus connues, et certainement la plus connue d'entre toutes, le portrait de Périclès. Périclès, c'est le grand homme politique qui domine la vie politique athénienne des années 460 à 430 avant Jésus-Christ. C'est l'un des fers de lance du Parti démocratique à Athènes. Il est réélu systématiquement stratège, autrement dit chef de guerre, tous les ans à Athènes pendant une vingtaine d'années. C'est l'instigateur des grands travaux sur l'acropole. C'est aussi l'instigateur des guerres du Péloponnèse, dont il n'imagine pas qu'elles seront évidemment fatales à Athènes plusieurs décennies plus tard, puisqu'il meurt au tout début des guerres du Péloponnèse, emporté par ce qu'on appelle entre guillemets la peste d'Athènes, en tout cas une large épidémie, en 429 avant Jésus-Christ. Pourquoi je vous parle de la vie de Périclès ? Parce que le portrait de Périclès est une affaire assez particulière. Il était très rare d'offrir dans un sanctuaire une image d'un personnage de la vie politique. Alors, ça arrive dans le monde grec, mais bien plus tard. Manifestement, Périclès est l'un des premiers à recevoir l'honneur d'une statue, certes posthume, érigée sur l'acropole d'Athènes. C'est le premier. Un peu plus tard, on installe des statues d'hommes politiques sur l'agora d'Athènes, mais ça c'est l'espace de la vie civique, pas un sanctuaire. Donc c'est ce qui fait le caractère exceptionnel du portrait de Périclès, dont on a une partie de la base, et on y lit Périclès, mais au génitif, donc de Périclès. Hein. Donc image de Périclès, statue de Périclès, ou a-t-on pensé Xantippos, fils de Périclès, en pensant que son fils avait offert la statue, mais son fils est mort un tout petit peu avant lui. Donc cette hypothèse ne tient pas véritablement, vous le concéderez. Et alors ce portrait de Périclès était en bronze. Chrysilas était majoritairement un bronzier. Évidemment, il a disparu, mais on le connaît par plusieurs copies romaines. Une copie romaine qui a été trouvée à la Villa d'Adrien à Tivoli, qui est aujourd'hui au British Museum, et une autre copie romaine de très bonne qualité, peut-être plus belle d'ailleurs, mais moins connue, qui vient de Lesbos et qui est aujourd'hui conservée à Berlin. Et à chaque fois, on y voit un personnage qu'on reconnaît à 2 traits très codifiés, un casque relevé sur la tête, il est donc chef de guerre, stratège, c'est la magistrature effectivement qui permettait à Périclès d'assumer le pouvoir tous les ans à Athènes de manière répétée de 455 à peu près à 430 avant notre ère. Il est barbu, il est d'âge mûr. Code simple en Grèce, un jeune homme est imberbe, un homme d'âge mûr est barbu. Pour le reste, ces traits sont entièrement idéalisés, ce qui est propre à l'art classique du 5e siècle avant Jésus-Christ. Quand on parle du nez grec, c'est une blague. Les Grecs n'avaient pas le nez grec. En revanche, les artistes grecs, durant l'époque classique, régularisaient la ligne du nez, pratiquement dans un plan proche de celui du front, pour faire que la figure soit la plus
parfaite possible, la plus idéalisée possible. Le classicisme grec, fondamentalement, c'est un équilibre entre l'observation de la nature, qu'on maîtrise complètement, depuis la fin du VIe siècle avant Jésus-Christ. On sait faire un nez, une oreille, un ongle, un tendon, on sait placer tous les muscles à leur juste place. Ça, c'est ce qu'on appelle l'évolution de la stature grecque à l'époque archaïque, l'évolution du kouros, jusqu'à la fin du VIe siècle avant Jésus-Christ. On sait faire tout ça, mais de cette observation de la nature, on tire des formes idéales, atemporelles, universelles. On ne comprend pas le classicisme si on dit « Ah, mais c'est bien fait, c'est réaliste ». Le classicisme, c'est tout sauf le réalisme. Et le portrait de Périclès par Chrésilas, c'était tout sauf le réalisme. Et d'ailleurs, on disait de cette statue que c'était un Périclès olympien. Alors évidemment, parce que le personnage politique avait une sorte d'aura, d'autoritas, comme disent les latins cette fois-ci, de charisme, qui le rendait olympien quand il s'adressait à l'Assemblée, à l'Ecclésia. Mais c'était aussi pour dire que sa représentation était idéale. Périclès, dans la vraie vie, d'après certaines sources, n'était pas très beau. On l'appelait tête d'oignon parce qu'il avait un très gros crâne. Et alors parfois, on a glosé pour savoir si le casque redressé ne cachait pas un peu le crâne disgracieux de Périclès, tête d'oignon. Non, mais en tout cas, le portrait, c'est une vision idéalisée de Périclès. Et là, Chrésilas est parfaitement en accord avec son temps. C'est un artiste de la période du classicisme la plus idéaliste possible. C'est ce qu'on appelle le haut classicisme, le plein classicisme, le classicisme parthénonien. C'est pratiquement l'époque de Phidias, tout petit peu après. Donc c'est le moment où les figures sont particulièrement idéalisées. Quelles sont les œuvres en rapport avec Chrésilas présentes au musée du Louvre ? Au musée du Louvre, on a la chance de conserver une Athéna découverte à Velletri, à côté de Rome, dans les alentours de Velletri, une statue plus grande que nature, une Athéna colossale, un peu juvénile, visage aux joues un peu étroites. Cette statue, c'est probablement une copie romaine à l'échelle 1 d'un original grec en bronze. On le sait parce qu'on a découvert à Baia, dans la baie de Naples, un atelier de copistes et des fragments de moulage en plâtre. On utilisait des moulages en plâtre, des tirages en plâtre pour reproduire les œuvres. Et on a trouvé des fragments en tout point conformes à cette statue. Donc, on ne sait pas exactement si les moulages de Baia à côté de Naples ont servi pour faire cette statue-ci en particulier, mais en tout cas, l'un raconte un peu l'histoire de l'autre. Donc l'original était de la même échelle et il était en bronze. On connaît cet original grec de Chrésilas par cette copie qui est la plus complète et un buste qui est aujourd'hui conservé à Los Angeles, au LACMA. Donc on a la chance d'avoir au Louvre cette œuvre qui nous parle beaucoup de l'art de Chrésilas parce que d'une part, il s'agit de cette Athéna portant l'égide, bien sûr, qui est son attribut le plus distinctif, mais qui porte aussi péplos et manteau drapé à la manière de ce classicisme des années 430 avant Jésus-Christ. C'est bien une œuvre où tous les plis se répondent de manière extrêmement rythmée, équilibrée. C'est ce qu'on appelle pratiquement l'eurythmie des plis. Le beau rythme des plis, rien à voir avec le groupe des années 80, un peu New Wave, Rhythmix. Non, l'eurythmie des plis, c'est le beau rythme dans le classicisme grec. Et ici, quand on regarde bien cette œuvre, on voit comment certains plis se répondent de façon très équilibrée, notamment autour de la ceinture, au-dessus et au-dessus de la ceinture, sur votre côté droit. Vous avez là une merveille de plis qui se répondent. Donc c'est vraiment une œuvre classique. Et puis le visage et le casque, en fait, c'est Périclès au féminin. Et on a tout de suite fait le lien. Construction des plans du visage, notamment des pommettes, des plans des joues, alors moins la barbe évidemment pour cette Athéna, je vous le passe. La construction des arcades sourcilières notamment, assez droites dans leur zone médiane, puis après descendant de façon un petit peu plus nette. C'est la même construction de visage, mutatis mutandis, homme, femme, homme politique, déesse. Et donc on a, en raison de l'attribution certaine du portrait de Périclès à Chrésilas, attribué de façon très vraisemblable le type de l'Athéna de Velletri, copie romaine d'un original en bronze disparu, à Chrésilas lui-même. Donc, ça, c'est une œuvre importante dans la carrière de Chrésilas. Et puis, enfin, il y en a une autre, qui est le Diomède de la collection Richelieu,
En fait, il s'agit aussi d'une copie romaine, on en connaît des dizaines d'exemplaires. Cette statue, on l'attribue, en tout cas ce type statuaire, dont l'original a disparu, on l'attribue aussi à Crésilas, mais avec moins de certitude. Donc il y a un débat sur l'attribution de ce type de Diomède à Crésilas, et je crois qu'aujourd'hui on a un petit peu dépassé d'ailleurs l'attribution à Crésilas. Une restauration de la Palace de Vélétré a eu lieu. Pourquoi a-t-elle été engagée? On a décidé de restaurer la Palace de Vélétry l'année dernière. Alors, décider de la restauration d'une œuvre, c'est toujours une affaire délicate. Je vous avouerai que j'avais quelques doutes, parce que c'est une statue très importante des collections, c'est un de nos chefs-d'œuvre, parce que ici vous avez une statue relativement bien conservée, quelques ajouts dans les plis pour combler des lacunes, et puis cette main droite et ce poignet complété. C'est quand même une statue très bien conservée, une œuvre majeure. On veut la présenter de la meilleure façon possible. L'œuvre était relativement sale quand j'étais tout jeune étudiant, je me souviens, et elle a été restaurée en 1992. Donc il n'y a pas si longtemps. Et on a fait l'essentiel. Elle était très encrassée, on l'a nettoyée. Il y avait toute une série de petits comblements en plâtre, très abîmés, disgracieux, qui ont été retirés à cette époque-là. Et l'essentiel était fait. Mais il faut bien reconnaître qu'en 30 ans, ce grand format s'était empoussiéré, parce que plus les statues sont hautes et grandes et plus elles s'empoussièrent. Donc je trouvais que la surface était bouchée. Et il se trouve que entre les années 90 et aujourd'hui, on a fait des analyses de marbre à 2 reprises, en 2002 et l'année dernière. En 2002 avec une méthode qui n'était pas encore tout à fait certaine, de la cathodoluminescence portable, donc qui disait marbre de Thasos. Comme à l'époque c'était une technique assez balbutiante, et que le professeur Harman qui la mettait en œuvre voyait du Thasos partout, très franchement, bon, on n'était pas certain d'y croire. Depuis, cette technique a progressé. Les recherches du professeur Harman, qui était notre éminent collègue conservateur de Boston, se sont avérées assez justes. On s'est beaucoup moqué de lui à tort, au début. Et nous-mêmes, nous avons implanté ces méthodes d'analyse en les sophistiquant à Paris même. Quand je dis nous, ce sont les chercheurs français, hein. Donc, en l'occurrence Agny et Philippe Blanc, qui sont les meilleurs géologues qui soient à Paris. Et donc je leur ai demandé de refaire l'analyse. Et en fait, ils n'ont même pas eu besoin. Parce qu'en 30 ans, on a tellement progressé à propos du marbre de Thasos, une ligne du nord de la mer Égée, qu'en regardant tous les trois la statue avec les bonnes loupes, les bonnes lumières, on a dit, bon, on prend le résultat de l'analyse précédente et on confirme à l'œil, parce que là, il n'y a pas de problème. Vous allez dire, pourquoi je vous parle de la nature du marbre? Parce que le Thasos, c'est un marbre très blanc. Gros cristaux, avec un fort indice de réfraction de la lumière, beaucoup de blancheur. Donc une statue en marbre de Thasos, ça diffuse pratiquement de la lumière. Or, je me rendais compte que là, tout était un peu voilé. Alors quand on restaure une œuvre, on est toujours très prudent. On fait des tests de nettoyage, on compare ces tests de nettoyage. Le nettoyage est fait très progressivement. Il s'agit évidemment d'éviter tout décapage, toute intervention abusive. On avance progressivement. Mais en l'occurrence, un simple nettoyage a permis de déboucher l'œuvre, comme on dit. Dans notre jargon, on a débouché l'œuvre et on retrouve aujourd'hui l'éclat du Thasos. Ça, c'est une première chose. D'autre part, vous voyez qu'il y a des traces de rouge dans les yeux et sur la bouche, qui étaient beaucoup plus présentes auparavant. Ces traces de rouge avaient aussi été analysées jadis par le laboratoire des musées de France. Or, on s'était rendu compte que ce rouge qui débordait des yeux et de la bouche était constitué d'un certain nombre de pigments, mais notamment de sulfate de bronzium, qui se trouve être un pigment moderne, utilisé à partir du début du XIXe siècle. Or, cette œuvre a été trouvée en 1797. Elle a été restaurée par Pacetti. Elle a passionné Paris et Napoléon. Elle a été acquise de manière très compliquée pour Napoléon. Elle est arrivée à Paris en 1803. Elle a été présentée entre 1803 et 1804 au Louvre. Elle a même figuré sur la médaille qui commémore la publication du Code civil. C'est vous dire l'importance qu'on lui donnait. Et c'est à ce moment-là qu'on a dû la restaurer de nouveau. Et donc, je ne suis pas certain, mais soit en Italie, à l'initiative du restaurateur Pacetti, qui a été son premier restaurateur, soit à Paris, il me semble qu'on ait complété la polychromie.
Et cette polychromie aujourd'hui était assez gênante à l'œil, donc j'ai demandé à la restauratrice, là aussi, de faire des examens aux infrarouges, aux ultraviolets. On a repris les analyses anciennes et on a considéré qu'une partie était en fait une retouche moderne qui avait diffusé dans le marbre, comme on dit. Donc j'ai demandé à ce qu'on ne touche à rien, parce qu'on protège l'avenir, peut-être qu'on pourra analyser ça différemment plus tard, peut-être qu'on pourra comprendre mieux. Il faut toujours faire une restauration en pensant à ses successeurs. Il ne faut jamais oblitérer le futur, c'est ce qu'on appelle la réversibilité relative d'une restauration, parce qu'il y a des choses évidemment quand on les défait on ne peut pas les refaire, hein, mais on essaie quand même de préserver l'avenir. Donc j'ai demandé à ce qu'on ne touche pas à cette polychromie, tout aussi ambiguë qu'elle soit, et partiellement moderne, mais j'ai demandé à ce qu'on retouche en partie la polychromie à l'aquarelle, c'est complètement réversible, ça part à l'eau, de manière à ce que tout ce qui débordait n'apparaisse plus. Et ça rend l'œuvre infiniment plus lisible et agréable à regarder, me semble-t-il, qu'auparavant. Voilà, donc c'était ça un peu l'objectif de la restauration. Et puis je m'intéressais aussi au porte-à-faux du bras droit. Ce bras droit écarté, comment tenait-il ? Il peut y avoir un grand goujon métallique à l'intérieur et puis c'est tout. Et en retirant les bouchages des différentes parties qui constituent une statue quand on l'a remontée, ou quand on l'a montée pendant l'Antiquité, ce qui n'est pas la même chose mais encore plus important, on s'est rendu compte que le bras pose sur une console qui figure pratiquement l'aisselle de la statue. Donc c'est un jeu d'emboîtement. Alors il doit y avoir une pièce métallique quelque part à l'arrière, hein, dont on n'a pas trouvé trace d'ailleurs. Mais on s'aperçoit que c'est un système antique, ce n'est pas un remontage moderne, c'est un effet pratiquement d'équerre. Alors on connaît des effets d'équerre et des jeux comme ça assez ingénieux, notamment pour la victoire de Samothrace, dont les ailes dessinent en fait en partie basse une équerre sur laquelle vient se ficher l'aile. Et puis après tout ça est goujonne et ça ne tiendrait pas tout seul. Voilà. On a mieux compris aussi la manière dont ce bras tient. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour nous ça veut dire beaucoup. Et puis enfin, j'ai fait quelque chose qu'on ne fait plus. J'ai demandé au restaurateur de rajouter, généralement on enlève les plâtres anciens, altérés, parce que c'est pas très sain pour l'œuvre de toute manière. Hein. Le plâtre, ça réagit à l'eau. Aujourd'hui, on ne complète pas en plâtre. On le faisait au XIXe siècle. Aujourd'hui, on enlève ça. Mais c'est ce qui avait été fait en 1992. Alors, quand vous enlevez un plâtre, après, qu'est-ce qui reste ? Un trou. C'est comme l'acné. Donc, en l'occurrence, je trouvais que certains manques étaient gênants dans la lecture de l'œuvre. Je le disais tout à l'heure, cette œuvre, c'est la copie romaine d'un original de Crésilas, une œuvre archi-classique où les effets de rythmie, en ce qui concerne l'agencement des plis, c'est fondamental. Le jeu des lignes, le graphisme presque de cette œuvre, c'est le projet de l'artiste. Or, il y avait comme ça des lacunes, parce que en 1797, on avait bouché ces lacunes avec des petites pièces de marbre. Et puis quand elles sont tombées, quand on les a perdues, au XIXe siècle, on a mis du plâtre à la place. Et aujourd'hui, quand il y a des pièces de plâtre, on les enlève parce que c'est pas très sain. Et puis on se retrouve avec rien. Donc j'ai demandé aux restauratrices, Anne Yéger et Nathalie Bruyère, de refaire des pièces. De nos jours, c'est assez rare. Hein, mais en mortier et poudre de marbre. Alors elles ont choisi soigneusement leur marbre, etc. Elles y ont même ajouté de la poudre de verre pour retrouver l'éclat du tazos, de manière à ce que ces compléments, qu'on a fait comme on les faisait en fait au XVIIe et au XVIIIe siècle, que ces compléments soient visibles pour un spécialiste qui s'approche et qui voit tout de suite ce qui est moderne ou ce qui est antique, et que ça passe bien à l'œil en général. Et de cette manière, on a retrouvé certains rythmes. Vous voyez par exemple ces plis en serviette qui zigzaguent. Quand il y avait des lacunes, on perdait les S, comme ça, voilà. Ou alors la chute du manteau en triangle devant les jambes, qui est manifestement typique de ces productions classiques des années 430, 420 avant Jésus-Christ. Il y avait des lacunes, on perdait le triangle. Donc on a rétabli ça. C'est une intervention qui va un petit peu à l'encontre de nos habitudes, en tout cas des années 80, 90, 2000. Mais c'est tout à fait réversible, on peut le retirer si on change d'avis. Et je pense qu'en l'occurrence, on y a gagné quelque chose en termes de lisibilité de ces rythmes classiques dont je parlais.